Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cette table ronde qui est dédiée au rôle des collectivités territoriales dans la transition écologique, énergétique aussi. Je me présente, je suis Hilaria Casillo, vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Cette Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante qui est en charge d'organiser le dialogue, la concertation avec les citoyennes et citoyens à chaque fois qu'il y a un grand projet qui a un impact sur l'environnement ou aussi autour d'une politique publique. C'est donc une instance qui existe depuis plus de 30 ans et je salue aussi son président qui est là, Marc Papinutti, qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est une instance qui est très importante. On va dire que c'est l'instance qui organise la démocratie participative dans le domaine environnemental. Et pourquoi un organisme comme la CNDP a souhaité organiser, qui est présente au salon des années, c'est déjà la deuxième année, a souhaité organiser une table ronde sur ce sujet. Parce que lorsque nous organisons les concertations et les débats publics sur tout un tas de projets, je vous fais un exemple sur les parcs éoliens offshore, sur des mines de lithium, sur des projets de transport, d'infrastructures, nous allons beaucoup sur le terrain. Donc, nous dialoguons avec celles et ceux sur lesquels les projets vont avoir un impact, avec les parties prenantes, bien évidemment, organisées, mais aussi et surtout avec les collectivités territoriales, les élus et tous les acteurs des collectivités territoriales. Donc, ces collectivités sont des acteurs incontournables aussi de la concertation autour de sujets qui occupent beaucoup la Commission nationale du débat public. Donc, pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous avons Régis Passerieux qui a été sous-préfet d'arrondissement d'Istres et qui aujourd'hui est commissaire à la transition industrielle, énergétique et écologique sur la zone de Fosse-Berre. Régis, bienvenue. Nous sommes aussi en compagnie d'Étienne Ballon, qui est urbaniste, paysagiste, qui est spécialiste des questions de concertation et qui est garant pour la Commission nationale du débat public et qui a beaucoup d'expérience sur la manière dont on mène les débats et les concertations. Nous avons aussi un autre invité que tu vois arriver, qui est le maire d'Istres, qui va nous rejoindre, je pense, très, très rapidement. Donc, petit mot d'introduction. Donc, pourquoi les collectivités sont importantes dans la mise en place des politiques de transition écologique? Tout d'abord, parce que c'est aussi grâce aux collectivités territoriales qu'on peut renforcer la légitimité des politiques publiques. Donc, bonjour, voilà notre troisième intervenant. Bienvenue, François Bernardini. On est ravis de vous avoir parmi nous. Installez-vous, on vient juste de démarrer. Oui, c'est un peu infernal. Bonjour et bienvenue. Installez-vous calmement. Alors, je vous disais que la première raison pour laquelle il est important de travailler avec les collectivités, c'est le fait qu'elles sont elles aussi qui permettent de donner de la légitimité aux politiques élaborées au niveau national. Donc, ce sont quand même elles qui vont donner de la réalité à ces politiques-là. Nous en parlerons de ça avec Régis Passerieux. Ensuite, parce que les collectivités territoriales connaissent très bien les enjeux locaux. Il n'y a pas mieux que des maires ou des collectivités pour connaître la réalité du terrain, les besoins de terrain, les ressources, comment ça se passe. Et donc, c'est grâce à cette proximité aussi que les politiques peuvent être plus adaptées, plus calées sur les territoires et aussi pour des questions, bien évidemment, de décentralisation. Et donc, on parlera de ça avec François Bernardini, maire d'Istres. Ensuite, parce que les collectivités territoriales sont aussi tout près et très près des citoyens et des citoyennes et des habitants. Et donc, ils peuvent être le relais parfait pour associer ce public-là à la mise en place des politiques liées à la transition écologique et énergétique. Et donc, il est important de s'appuyer sur elles pour concerter avec les populations. Et ce sont aussi, on va peut-être le voir, souvent des laboratoires d'innovation et d'expérimentation, les collectivités, de par leur échelle et par les enjeux. C'est aussi non seulement les endroits où il y a les plus grands enjeux de la transition, mais aussi où les solutions peuvent émerger. Nous parlerons de cela avec Étienne Ballon. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer par toi, Régis. Passerieux, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, côté État, on s'appuie sur les collectivités pour donner plus de chair, plus de légitimité aussi à des grandes politiques publiques liées à la transition. Je pense par exemple aux politiques de décarbonation de l'industrialisation, comme celles qui sont en train d'avoir lieu sur la zone de Fosse-Berre, et nous raconter un peu
ton expérience sur place. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le maire vice-président de la métropole, cher Monsieur Balland, Monsieur le président de la CNDP. Une remarque préliminaire laconique au départ qui paraît nous éloigner du sujet ou de le globaliser, mais sur lequel je voudrais insister. Je pense qu'on est encore à un âge archaïque dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales dans la production vraiment du développement. On est encore sous le diptyque bien cloisonné, contrat de plan, contrat de territoire, contrat pour le transport et de l'autre contrôle qui doit avoir lieu. Les deux sont nécessaires, mais on n'est jamais réellement passé sur l'étape coproduction, qui pourtant aujourd'hui dans une société de réseau est une absolue nécessité. Or la concertation, au sens large, est vécue comme un élément qui plutôt tétanise les acteurs, alors que je crois qu'en vérité, une dynamique de concertation publique forte est une dynamique plutôt positive. Il y a des réticences, parce que les communes considèrent que finalement un maire, et j'ai été maire pendant 12 ans, donc je vois bien comment on se positionne très vite en défensif dans ce secteur-là, peut se dire le contact avec les citoyens, c'est mon job, c'est mon travail, que l'État m'écoute dans ce domaine-là, je lui ferai passer les messages, mais je connais bien les choses, et en quoi on va venir nous organiser, au fond, notre rapport avec nos citoyens sur un territoire. Et une part de cette argumentation, si la concertation n'est pas bien organisée avec les élus, est pertinente. Et souvent, dans le cas concret, ça l'est réellement. Et deuxièmement, l'État lui-même, lui, se sent dans une vérité totalement, carrément ontologique et historique, parce que l'histoire de la France est ainsi. Et au fond, on concerte pour bien mettre en musique le petit solfège. Hein. Mais la globalité, je dirais, l'inspiration, l'esprit qui souffle sur un projet, c'est l'État, dans son être profond, qui en est le maître. Et je crois que tout cela manque de coproduction, concertation bloquée et défensive, ça peut être dépassé par une nouvelle génération de concertation. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place ici et qui a démontré une chose extraordinaire et qui n'est pas pour moi surprenante, c'est qu'à condition d'être structurée d'une certaine manière, la concertation publique, la coproduction avec les parties prenantes d'un territoire peut amener au contraire à une dynamique de codécision véritablement nouvelle entre acteurs du territoire qui ont chacun leur responsabilité. Nous avons créé sur place, à partir d'un choc, une nouvelle modalité de concertation aujourd'hui qui, je crois, est quand même assez nouvelle. Le choc sur le territoire, il est lié au fait que la mondialisation, la démondialisation, ça va, ça vient. Tout, finalement, le paratonnerre sur lequel tout se joue, ça va être les territoires. Nous avions eu un incident dans lequel un processus de concertation préalable, de délibération de la métropole, d'acteurs, tout ça s'était très bien passé pour installer une petite usine qui était seuil Céveso, seuil bas, donc qui ne posait aucun problème, dans une zone qui était une zone économique, au bord de l'étang de Berre à Marignane. Et puis, à la fin de tout ce processus qui avait pris 2 ans et demi, dans le cadre d'une sous-traitance Airbus Hélicoptère, tout d'un coup, au moment de la quête publique, au dernier kilomètre, je dirais, de la préparation du projet, nous avons vu une salle se remplir de 400 personnes, ou 300, enfin beaucoup de monde, et qui a mis en cause la totalité du projet. Tant et si bien que le maire a décidé de ne pas signer le permis de construire, alors que comme conseiller métropolitain, il avait voté la mesure, vous voyez, donc devant la brutalité du risque pour lui et pour son territoire. Le président des industriels m'a saisi, m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant sur les projets ? On va vers une décarbonation massive dans la zone de fosse. On sait que cette décarbonation massive de la zone de fosse, ça va obliger à des multiples concertations, que ce n'est pas parce que c'est positif, sage, industrie verte, vertueux, que c'est plus accepté par les populations locales. Et donc, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai dit, écoutez, on va faire une chose. On va co-construire avec les parties prenantes du territoire, mais plus projet par projet, sur une vision d'ensemble. Parce que les populations ont besoin de comprendre comment on se situe dans une vision d'ensemble et comment on travaille ensemble dans une vision d'ensemble. Et nous avons créé ce laboratoire territorial avec l'ensemble des parties prenantes, élus,
associations, métropoles, régions, industriels et citoyens, avec un caucus citoyen de 30 personnes et avec l'idée qu'on se retrouve chaque mois avec plusieurs structures pour comprendre la complexité réellement du développement du territoire. Parce que chacun se sent aussi compétent et hanté par des bachibouzouks qui viennent tout d'un coup soulever un problème nouveau. Et ce qui était très important dans ce processus où nous avons défini des objectifs très précis, on y reviendra peut-être, ce qui était très important, c'est que la règle de départ, c'est que cette collégialité, elle ne décide pas, elle est libre, elle n'est pas engagée par ces débats. On donne une toile de fond et les décideurs, la métropole, l'État, la région et d'autres, et les entreprises, restent les décideurs et s'imprègnent simplement de ce débat-là pour ne pas créer de confusion. Et en faisant cela, il s'est produit un petit moment, une petite chose assez magique, c'est qu'en fait, nous avions toutes les procédures d'instruction des dossiers, tout le travail de biodiversité, de compensation, de traitement qui sont un souci majeur pour les collectivités territoriales, mais aussi pour ceux qui poussent les projets, comme moi dans la position dans laquelle j'étais et aujourd'hui encore. Et nous avons vu qu'en fait, de passer par ce détour a amené à ce que nous soyons amenés forcément à co-construire la décision. Pas dans le laboratoire, mais en prolongement du laboratoire. Et donc finalement, ça n'a pas été un frein, mais au contraire un générateur de choses qui sont en train de se passer en ce moment et sur lesquelles on reviendra peut-être dans quelques instants. Merci beaucoup Régis de nous avoir raconté comment ce laboratoire donne de l'impulsion aux acteurs locaux. Je me tourne donc vers vous, monsieur le maire Bernardini, donc pour nous raconter comment concrètement ça se passe sur le territoire, quels sont les projets que vous êtes en train de porter et quels sont les efforts que vous réalisez pour essayer de mener à bien ces projets. D'abord, pour continuer dans l'esprit de ce que vient de dire monsieur Passérieux, puisque je fais partie du lab territorial, je m'inscris dans la qualité de cette démarche qui nous a permis immédiatement de voir les effets positifs. Ils en donnent deux. Le premier effet positif, c'est, vous savez, les élus, généralement, ils ne sont pas toujours tout à fait d'accord entre eux. Hein? Et là, avec effectivement cette espèce de fédération, de mutualisation, d'intérêt des projets, nous sommes arrivés à avoir une union sacrée sur tous les projets industriels, au point que moi, qui suis responsable des élus du coin, hein, je fais dire, et ils le partagent, que le projet de chacun est le projet de tous. Et le projet de tous devient effectivement notre feuille de route. C'est extraordinairement important, parce que ça permet d'avoir une crédibilité qui s'ouvre sur les industriels qui n'ont pas par nature non plus une vocation naturelle à se tourner vers les élus. J'en ai même un qui m'a dit, vous savez, il y a 3 ans, je ne serais pas venu vous voir. Maintenant, il est tous les jours à la mairie. Parce qu'effectivement, on a pris de l'importance dans le déroulement des dossiers, et ils ont besoin de notre soutien. Ce qui est aussi important, et vous l'avez sans doute ressenti dans tous les différentes consultations du débat public, c'est qu'on est arrivé à une extraordinaire maturité des citoyens et des associations qui les concernent. Alors, je ne vous cache pas que, bien sûr, on a eu les trublions de services qui viennent un petit peu d'un peu partout pour dire dogmatiquement qu'ils sont contre tout et au nom de la décroissance, qu'ils sont contre le projet industriel, même si celui-là est pour la décarbonation, qu'ils soutiennent par ailleurs. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le périmètre local, le périmètre métropolitain et la réaction des associations qui vivent et qui ont un message à faire porter. Et toutes, curieusement, et moi je dirais presque miraculeusement, parce que je ne m'attendais pas à cet excès de maturité, ils ont donné leur accord, leurs sentiments et leur effet positif en disant simplement, attention, tous les ennuis que nous avons par ailleurs, et nous avons soutenu dans leur démarche parce qu'ils avaient raison, parce que nous avons les mêmes, c'est-à-dire sur les infrastructures routières, il va y en avoir en supplément, il va falloir effectivement que l'État prenne ses engagements. Donc, tout ça a permis d'avoir une espèce de vision d'ensemble partagée et productive d'un élan qui est effectivement
à mon avis, est très important parce que, vous savez, Régis a parlé de l'État de manière sympathique. C'est son rôle. Mais moi, je le vis pas obligatoirement toujours de la même façon. Mais il est très honnête pour me dire que je ne suis pas loin de la réalité. Parce que dans ces dossiers qui sont extraordinairement importants pour la décarbonation, hein, on devrait avoir un élan de soutien de la part de tout le monde. Les industriels font les investissements qu'il faut, ils sont là. L'État, au niveau de la politique industrielle, dans sa globalisation, a aussi des vecteurs bien avancés. Mais lorsqu'on arrive à la déclinaison sur le terrain, les choses prennent un pas différent. Et on a effectivement des interprétations, des blocages qui sont incessants. Et grâce à des gens comme Régis, qui a été aussi sous-préfet d'Istres, et aussi du préfet lui-même, on arrive à surmonter, mais c'est toujours un parcours d'obstacles. Et ça, c'est très compliqué, parce que c'est décourageant, et ça ne donne pas aux gens qui ont donné leur accord, comme les associations, eh bien, un élément de confiance qu'ils méritent. Donc moi, je suis vraiment très ennuyé souvent de faire le vilain petit canard qui fait le rappel à l'ordre en disant « Bon, écoutez, là, tout le monde déconne et on n'avance pas. » Voilà. Donc, il faut qu'à un moment donné, tout le monde. Et lorsqu'on en arrive sur le terrain de la fameuse compensation, où là, alors là, on peut avoir l'élément, certes, de protection, mais qui, dans une surenchère colossale, fait qu'on n'a pas la possibilité de l'offrir, parce que ce sont un nombre de terrains calculables, mais aussi, quelquefois, le découragement jusqu'au point que l'industriel va partir. On se dit quand même qu'à un moment donné, il faut avoir une vision, une réflexion qui s'apparente mieux, qui s'adapte mieux aux besoins que l'on recherche, aux moyens que l'on met et aux situations qui relèvent du domaine du possible. Merci beaucoup de ce témoignage et de ce point de vue. Donc nous avons vu un peu la posture, on va dire, de l'État. Vous nous avez indiqué aussi la manière dont vous arrivez à y coopérer, mais aussi poser des alertes sur certaines difficultés d'interaction entre les collectivités et l'État. Vous avez évoqué le rôle des associations et le travail que vous faites avec elles, mais quid des gens, de celles et ceux sur lesquels aussi ces différents projets liés à la transition vont avoir des retombées. Je me tourne donc vers Étienne. Tu as une énorme expérience non seulement sur la zone de Fosse-Salon de concertation, un peu partout en France, sur la manière dont on implique les citoyennes et les citoyens aux décisions qui touchent aux enjeux de la transition. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Quels sont les freins principaux, les avantages d'associer le plus grand nombre à ces choix? Merci beaucoup Hilaria, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on est tous les trois basés dans le sud de la France, à Marseille ou autour, ou à Fos, ou autour de Fos. Ce serait intéressant d'élargir aussi un petit peu notre perspective et de regarder sur d'autres exemples. Je vais prendre simplement quelques exemples du coup, c'était un peu ça l'idée, pour éclairer la question que tu viens de me poser. D'abord, les projets de transition énergétique, aujourd'hui, ils s'expriment encore beaucoup lorsqu'ils débarquent dans le champ de la concertation, de la participation, justement sous la forme de projets. C'est-à-dire une intention, un acteur qui veut faire quelque chose à un endroit. Cet acteur, il est parfois public, mais de plus en plus souvent privé. On va peut-être prendre un sujet assez simple, qui est le développement de l'éolien terrestre, pour le coup, qui a maintenant une longue expérience sur ces sujets-là. Et typiquement, lorsqu'on va amener une concertation et ouvrir véritablement la question de l'opportunité d'un projet éolien sur un territoire, il va se passer la chose suivante, enfin le plus souvent, eh bien, c'est que si on reste dans la focale simplement du projet, on va aller assez rapidement au conflit sur des logiques simplement avantages-inconvénients du projet. La réalité, c'est que lorsqu'on va ouvrir la discussion au public de façon beaucoup plus large et le plus en amont possible, eh bien, on ne va pas seulement parler du projet, mais on va parler de l'inscription du projet dans une politique publique et dans un territoire. Une concertation, par exemple, moi, que je nomme assez souvent, qui a bien fonctionné, c'est le jour où la collectivité qui devait accueillir un projet éolien, finalement, a posé la question à son public de dire, non pas est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il ne le faut pas, mais si on le fait, à quoi il va servir? Qu'est-ce qu'il va financer, nous, pour notre vie commune? Et là, tout d'un coup, les choses se sont retournées, c'est-à-dire qu'en réalité, le débat a porté sur les objectifs, sur les bénéfices tels qu'il allait être finalement redistribué, collectivisé, entrer sur une logique à la fois territoriale et de politique publique. En l'occurrence, ça a été pour le financement d'une maison de retraite, enfin d'un EHPAD,
pour que des personnes dans un milieu très rural où les personnes âgées partaient toutes à la ville, n'avaient pas de solution finalement d'hébergement local. Et le principe qu'un projet éolien puisse financer un EHPAD, vous voyez, on ne fait pas le lien immédiatement comme ça, et bien en réalité, ça a permis d'engager autre chose. Alors là, c'est plutôt dans le sens d'une abodiation ou d'un accueil du projet. Mais on va avoir d'autres situations dans lesquelles le rapport au territoire va amener, c'est très classique, hein, on le voit très souvent, va amener une régulation, une modulation du projet, parfois sa réduction. Beaucoup de projets de ce type, transition énergétique, arrivent en disant de toutes les façons, on ne peut pas ne pas le faire puisque c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Alors quand vous rentrez en concertation avec ça, généralement c'est censé calmer tout le monde et annoncer qu'il n'y a pas de discussion. Voilà. En réalité, si, il y a une discussion. Il y a une discussion au minimum sur l'inscription du projet dans ce territoire, sur la question de à quoi va servir cette énergie aussi localement, qui elle va enrichir, à qui elle va bénéficier, mais aussi quelle est la capacité du territoire à accueillir ou non un certain nombre d'éoliennes, un certain nombre d'installations industrielles, etc. Et là, le territoire, il a un rôle majeur, et c'est bien par le public que ça se passe. C'est parce qu'à un moment donné, le public s'informe, bien entendu, prend la parole et dit « Attendez, je ne suis pas contre en matière d'opportunité. En revanche, j'ai besoin pour que ce projet existe, qu'il rencontre le territoire et qu'il rencontre la capacité du territoire à accueillir ce projet. » Une concertation, on le dit souvent à la CNDP, finalement, c'est la rencontre entre un projet et un territoire. Et s'il n'y a que le projet qui ne rencontre pas le territoire, en général, le projet est moins faisable, il est moins aussi positif et bénéfique au territoire. Deuxième point, qu'est-ce qu'amène le dialogue au niveau le plus local, et notamment en passant par les collectivités et avec le grand public, sur des projets de transition? Et bien justement, il amène le plus souvent à compléter. Et souvent, les collectivités se retrouvent à... certes, elles vont prendre le projet de transition, voilà, je pense, si on reprend l'éolien, si on veut, ou n'importe quoi, ou les micro-barrages, ou ce que vous voudrez. Et en réalité, la collectivité, au fil de la concertation, de la démarche de participation, va être amenée à élaborer des politiques publiques complémentaires qu'elle va prendre à sa charge. Et on va penser en particulier aux politiques publiques qui consistent à décentraliser la production énergétique, par exemple, ou aux politiques publiques qui consistent à encourager la sobriété. On a beaucoup d'exemples de territoires qui, confrontés à un projet de transition écologique, se disent « Ok, je vais faire ma part, ou on va faire notre part de transition, mais dans ces cas-là, on va aussi faire une part qui va réduire le besoin de ce projet de transition. » Je pense à l'énergie renouvelable. Les projets d'énergie renouvelable, en réalité, quand ils rencontrent un territoire, ces territoires se mettent généralement en position de démarrer des projets de maîtrise de demande d'électricité, de sobriété, de remplacement du chauffage urbain, et ainsi de suite. En fait, le fait d'être confronté à cette question un peu méta qu'est la transition écologique, eh bien, va amener des situations et des territoires qui vont revenir, ils vont devenir plus sobres, en fait. On a le cas aujourd'hui, s'il y a des gens d'Enedis dans la salle, je ne sais pas, on a aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'acteurs qui ont intérêt localement à ce que les territoires s'équilibrent d'un point de vue énergétique et qu'on ait moins besoin de des infrastructures de production énergétique et qu'on gère beaucoup mieux par la participation et l'implication de tous des équilibrages finalement entre offres, entre consommation et production au niveau local. Et ça, c'est le produit de la concertation et de la participation. Parlons un peu biodiversité, du coup, changeons un peu. On vient de faire, et la CNDP fait de plus en plus, des débats ou des concertations sur la planification. Donc là, pour le coup, on sort de la logique projet par projet et on a un plan. On vient de faire le débat sur les documents stratégiques de façade. Donc la planification maritime dans son ensemble sur tout le territoire métropolitain. Et il s'est passé une chose assez simple en Méditerranée. Là, du coup, je relocalise mon propos, mais il faut bien. Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que finalement, l'État est arrivé en disant « Bon, on a un problème, on doit diminuer nos impacts sur le milieu marin, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est pas possible, il y a trop de plaisanciers qui vont partout. Depuis le Covid, c'est l'explosion, la mer est devenue une autoroute, enfin, bref, je passe. Comment est-ce qu'on fait ?» Et c'est en entendant le public dire bah oui, en fait, nous on est prêts. On est prêt à ce qu'il y ait plus de surveillance en mer. On est prêt à ce qu'il y ait plus de contraintes. On est prêt à respecter plus de contraintes parce qu'il y a des zones où effectivement il ne faut pas qu'on pêche, il ne faut pas qu'on navigue, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, ce sont les collectivités qui ont pris la main en disant ok, il y a besoin de plus de surveillance, l'État nous dit j'ai pas de moyens de surveillance supplémentaires, je ne peux pas faire plus. Et les collectivités ont dit ok, alors nous allons jouer notre rôle. Les collectivités aujourd'hui sont en demande, à la fin de ce débat public, pour dire donnez-nous les moyens, non pas financiers ou humains, mais donnez-nous simplement l'autorisation
que nous ayons des agents assermentés de police municipale en mer, et donnez-nous les moyens de créer nous-mêmes des réserves naturelles en mer, réserves que nous gérerons nous-mêmes. Et là, la concertation, le débat public, il vient faire émerger la collectivité comme un acteur qui n'était pas forcément au départ prévu dans une logique de planification très globale et qui devient en réalité un acteur majeur de la réalisation des objectifs de cette planification. Merci beaucoup Étienne. Comme vous avez pu le voir, nous avons 3 témoins privilégiés qui connaissent très bien les questions de transition, mais aussi de déclinaison territoriale de certains projets. Donc, comme à la Commission nationale du débat public, nous aimons bien le débat, on va ouvrir un petit moment d'échange avec la salle. Si vous avez des questions, profitez. Des remarques, oui, j'en ai déjà une là, 2, et après, je passerai à une autre salle de questions pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer le micro ? Clémentine, merci. J'ai 2 questions. Oui, bonjour, Nicolas Bourg, Réseau Énergie Terre et Mer. J'ai participé depuis 25 ans à pas mal de débats publics de la CNDP. Et j'ai quand même une question un petit peu récurrente qui me semble importante pour porter un projet au débat du public. C'est de connaître en fait l'utilité sociale, environnementale et économique des projets. Et je pense que, et j'aimerais poser la question sur les 10 milliards du Grand Fosse, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un bilan socio-économique qui a été fait par euro public investi, parce que je pense qu'il y a des euros publics et des euros privés dedans, donc quelle est la répartition entre les deux? Et est-ce que ces documents sont disponibles auprès du public lors du débat et de la concertation? Parce que je pense que ce seraient des éléments de rassurance du public très importants. Merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro peut-être à votre voisin, merci. Oui, mais si vous voulez... Oui, bonjour, Sébastien Godefroy, directeur aménagement région Bretagne. Donc on a l'habitude de travailler sur de la planification SRADET ou sur les sols maintenant, dans le cadre du ZAN. Ma question, elle porte sur le public. Vous avez beaucoup parlé de public, de citoyens, mais pour vous, un public qui est représentatif, c'est quoi? Question. Alors, vous voulez répondre aussi? On va vous poser le micro. Allez-y, commencez, démarrez. Moi, je veux répondre indirectement. Parce que là, on loue les vertus de la concertation et on a... Le dernier exemple qui a été énoncé montre bien que ça a un effet très productif et très porteur. Néanmoins, on ne peut pas se cacher la vérité. Enfin, en tout cas, moi, je ne me la cache pas. Il y a 2 éléments qui sont quand même, en apparence, difficiles. D'abord, la réalité de la valeur de la concertation par rapport aux gens qui sont face à vous. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des nomades comme ça, nationaux, qui venaient de temps en temps pour effectivement donner leur avis contre, par principe, par dogme, moi je ne donne pas beaucoup de valeur à ça. À la CNDP de faire le tri des choses, surtout lorsque là, les associations locales... Deuxième élément, il faut aussi le reconnaître, c'est qu'à part l'échauffourée attendue, parce que il y a effectivement quelque chose de particulier, la nouvelle ligne Jonquière-Fosse, RTE, 400 000 volts, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Hein. Bien que tout le monde soit d'accord à ce que la décarbonation passe par là. Mais ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Donc là, on sait que... Mais en général, là je passe malheureusement sous le contrôle des gens qui peuvent que le regretter. Hein. La concertation diminue. Il y a de moins en moins de personnes qui viennent. Hein, il faut être clair. Et quand il y a les personnes qui viennent, ce sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Donc, on a un débat qui finalement se régule entre nous. Voilà. Et ça, il faut avoir le courage de se le dire et peut-être en tirer les conséquences un jour. Merci. Étienne, je te passe la parole sur la question des publics, leur niveau de représentation et leur valeur ajoutée, etc. Et puis, on a une autre question par là, on la prendra après. Alors, votre question, elle est assez récurrente, en fait. Et ça supposerait effectivement, alors monsieur le maire vient de dire, on fait le tri, ou alors on décide de qui est représentatif ou n'est pas représentatif. Bon, la réalité aujourd'hui, c'est que ce que le Code de l'environnement nous dit, ce que la Charte de l'environnement dans la Constitution nous demande, c'est que toute personne puisse s'exprimer. Et on n'a pas à la qualifier ou à la disqualifier. C'est un droit absolument individuel qui est attaché à tout le monde. Que vous veniez d'ici ou de là-bas, peu importe. Votre droit à participer, il est reconnu d'emblée. Ça, c'est un point majeur de notre affaire. Après, ça n'épuise pas la réponse à la question. Parce que derrière, il faut pouvoir donner la possibilité à chaque personne de se sentir assez concerné pour venir, comme vous l'avez dit, c'est pas toujours simple, pour venir et pour s'exprimer. Une fois que la personne s'est exprimée, non, effectivement, nous ne jugeons pas de sa représentativité.
Si on voulait le faire, il y a d'autres outils pour le faire. Vous avez la démocratie dite indirecte, partie prenante, corps intermédiaire, dans lesquels on se pose la question de la représentativité. Et puis vous avez le référendum, ou le vote, peu importe, dans lequel on se pose la question de la représentativité, cette fois-ci numérique. Dans les dispositifs de concertation et de participation, on va plutôt s'attacher à l'argument, c'est-à-dire, peu importe qui vous êtes, ce qui compte, c'est ce que vous dites. Pour une raison simple, c'est que l'objectif de la concertation, c'est pas de peser les pour et les contre, et de faire une addition à la fin. L'objectif de la concertation, c'est de produire la meilleure décision. Par l'échange, le dialogue, l'argumentation, les itérations. Et c'est ça qui est important. Et les processus, ils sont réussis, monsieur le maire, à partir du moment où on a réussi ça. Si on a juste fait une réunion publique pour compter qui donne un carton rouge, qui donne un carton vert, on n'a pas fait le job d'aboutir à la meilleure décision. Merci Étienne. Je me permets même un petit complément de réponse, vu je suis à la Commission nationale du débat public. Vous savez, souvent on reproche à la démocratie participative que les gens qui viennent ne sont pas représentatifs. Sauf que c'est un peu le même argument qu'utilisent les détracteurs de la démocratie représentative, quand ils disent « mais nos élus ne représentent pas la diversité de la société, il n'y a pas autant de chômeurs, de femmes, de personnes handicapées dans nos parlements ». La démocratie représentative n'est pas faite pour ça, elle marche sur d'autres règles, donc on pourrait changer de système, qu'elle soit représentatif de la diversité de la société de référence. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, qui marche nos démocraties représentatives. Donc pourquoi demander à la démocratie participative une pureté d'ailleurs que même la démocratie représentative n'a pas de 1 et de 2. L'objectif de la démocratie participative est de permettre à chacun et à chacune de s'exprimer et de toucher la diversité, les publics. On vise la significativité de cette diversité. Est-ce qu'on a fait un peu le tour des arguments? C'est ça la question en fait qu'on devrait se poser, plutôt que de dire est-ce que vous êtes représentatif de telle ou telle catégorie de personnes. Mais je donne tout de suite la parole à Régis, parce que la première question était effectivement aussi très intéressante sur la question de l'utilité sociale, environnementale, économique, un peu des différents projets, et puis on prendra une autre question par là. Merci. On a une vision là aussi assez archaïque aujourd'hui de l'utilité sociale, économique, environnementale d'un territoire. On était il y a quelques années sur ma taxe professionnelle, mes emplois, et puis est-ce que l'usine Arcelor aide le club de basket de Fos, où Airbus Hélicoptère se faisait reprocher très violemment de ne pas aider l'équipe de foot de Marignane. Bon, voilà, mais ça, c'est des cas concrets, je vous explique. Bon, on a été sur ça. Et on voit bien que c'est vraiment pas adapté à la complexité aujourd'hui de l'interaction entre un système économique et un système territorial. Il y a sur le secteur Fosbert, où on a des gigantesques mastodontes industriels, les chefs d'industrie, les patrons d'industrie, les directeurs d'établissement vivaient, parce que ça change, chacun derrière leur grille fermée, avec des logiques extrêmement techniques en silo. Or, comment peut-on imaginer, si on sort de cette comptabilité sommaire, je vous donne un peu d'argent pour le club de foot, ou alors voilà ma TP, mais aujourd'hui c'est plus le cas, on peut arriver à avoir un concernement des citoyens par rapport à ce qui vient sur le territoire. Les citoyens font des sacrifices pour leur air, pour leur route, pour leur paysage, ils ont des avantages, mais tout ça n'est pas mesuré. Nous, on a essayé de le faire, et c'est très compliqué aujourd'hui, il faut des instruments innovants. Dès qu'on a lancé le laboratoire territorial, je me suis inspiré d'une expérience qui a été conduite par le groupe Mars mondial, le groupe des chocolats et des aliments pour chiens et des chewing-gums, qui est une société familiale et qui a des valeurs, d'éthique, et qui s'était dit, mais qu'est-ce que j'apporte moi au système qui m'entoure, moi qui fais des profits, et des profits dont ils ne savaient plus que faire tellement ils gagnaient l'argent. Et donc ils ont demandé à leur chief économiste de réfléchir à ça. Quel est le bon taux de profit, quel est le bon taux de rapatriement de l'utilité vers un territoire et vers ce qui est autour de nous. Et ils sont mis à travailler sur ça. Ils ont travaillé ça avec l'université d'Oxford, le département économique d'Oxford. Et ils se sont aperçus que la responsabilité sociale de l'entreprise ne suffisait pas. D'abord, elle n'était pas transversale sur un territoire. Et deux, elle se faisait ex post, juste pour expliquer que ça se passait bien après que les choses se soient réalisées. Et ils ont inventé une méthode qui s'appelle Economy of Mutuality, EOM, économie de la réciprocité, dans laquelle ils ont inventé des métriques d'unités de mesure homogènes du capital social, du capital environnemental, du capital sociétal, du capital financier, donc du capital économique, à la fois de l'entreprise
et du territoire sur lequel était installée l'entreprise. Et ils ont proposé de construire avec Oxford des unités de mesure, de pilotage de l'entreprise qui veillent à respecter, à se caler sur ces métriques, qui sont homogènes tout secteur d'activité, pour vérifier qu'est-ce qu'on rend au territoire et de manière très précise. Et ce que nous avons fait à l'ensemble du laboratoire territorial, on leur a demandé de faire une étude pour regarder quelle était les besoins dans le capital du territoire. Cette étude a été produite et on a servi à définir un certain nombre d'indicateurs territoriaux. Et à partir de là, nous avons demandé aux entreprises, est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu pour intégrer dans votre pilotage d'entreprise les indicateurs qui permettent de respecter et de rétribuer le capital du territoire. Ça sera bénéfique pour vous, parce que ce qu'a mesuré Oxford, là où ça a été testé dans le monde entier depuis 8 ans, c'est que là où les entreprises le pratiquent et bonifient leur territoire, comme un agriculteur bonifie sa terre, les entreprises font un taux de profit financier supérieur, ce qui est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le mettre en œuvre, tant et si bien que Airbus Hélicoptère lance un pacte territorial qui s'appelle Avenir Sud Hélico, avec l'État, la métropole, la région et le territoire, et une manière pilote, sur la base des études que le laboratoire territorial a réalisées, sur la base de la validation par la collégialité des citoyens du territoire de ces indices, qui ne sont pas technocratiques, une entreprise majeure et importante va piloter son développement, non seulement en pensant à ses propres petits excédents d'exploitation, mais en pensant dans son pilotage à ce qui ramène dès l'origine au territoire, dans sa conduite de projet. Et ça, c'est une innovation compliquée à établir, mais qui, je pense, est un passage obligé dans l'économie complexe territoriale d'aujourd'hui, si on veut vraiment ne pas le faire en parlant, mais en le réalisant de manière réelle. Merci beaucoup. Il y a un complément à la réponse, peut-être, qui veut vous aider. Vous voulez? Oui. C'est bien qu'on aille chercher à Oxford des expériences, mais on a quand même en France, avec l'école économique de Toulouse, je rappelle, prix Nobel d'économie, avec Émile Quinet, qui a eu une mission quand même très précise donnée par le gouvernement en 2002, avec un groupe de travail qui a donné des méthodologies. Et je m'étonne encore, en 2024, que les méthodes qui ont été validées, et sur plein de projets en plus en 2002, ne soient pas aujourd'hui mises en œuvre par la France et par le gouvernement français. Il y a des règles qui ont été définies, et la CNDP quand même serait bien aspirée, sachant qu'il y a des règles qu'on appelle les Wider Economic Benefits qui permettent de mesurer ce que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été établies par Émile Quinet, qui a été en fait sur un groupe de travail sur le canal Seine-Nord. On a beaucoup avancé là-dessus. Et je pense que ces règles qui sont des règles publiques, si vous voulez, et qui donnent vraiment une évaluation avec le TRI, et le bénéfice net actualisé pour la société, me sembleraient être des indicateurs importants à présenter. Je suis d'accord avec vous, je contacterai avec grand plaisir. Mais là, on est le projet dit d'Oxford, qui est porté par un Français d'ailleurs, en l'occurrence un économiste français qui s'appelle Bruno Roche, c'est pas forcément anglo-saxon. C'est pas un projet qui consiste à mesurer le TRI. C'est un projet de management des entreprises. C'est partie de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise industrielle ou non industrielle manage ses décisions de combinaison des facteurs de production en amont en fonction de ça. Et c'est beaucoup plus difficile. Merci beaucoup. On va peut-être utiliser ces méthodes du coup dans le débat territorial qu'on pourra avoir. Étienne va peut-être en toucher un mot tout à l'heure. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour, Pierre-Emmanuel Picard de Vendée-Mer. J'ai une réflexion et une question à la fois. La réflexion, c'est que pour la concertation, il faut que le périmètre de la concertation, que les gens concertés se sentent, je dirais, investis. Et monsieur le maire d'Istres a dit récemment, vient de dire, la difficulté de convaincre, d'amener les gens à la concertation. Mais il faut voir, et en particulier dans le domaine qui est le nôtre, à Vendée-Mer, c'est-à-dire l'implantation des éoliennes dans les territoires, notre motto, c'est face à l'éolien, la parole aux maires. Et or, le rôle des maires face pour l'implantation des éoliennes et pour l'implantation de pas mal d'autres choses d'ailleurs, est assez restreint. Et les règles des collectivités sont assez peu connues et très variables. Donc, à mon avis, ma question, c'est comment est-ce que la CNDP
peut proposer des concertations alors que le rôle des principales entités concernées n'est pas vraiment clairement défini aujourd'hui dans notre République. L'autre point, et j'en terminerai là mon observation, c'est qu'il faut des acteurs donc concernés, qui se sentent concernés et qui ont des responsabilités claires. Mais ça, c'est tout le problème de nos institutions. Mais il faut que la vision soit clairement partagée. Or, je viens de vous entendre parler d'implantation d'éoliennes en convainquant par l'attractivité financière que ça pouvait avoir. Et ça, le rapport avec la transition écologique et le rapport entre l'attractivité financière et la transition écologique, on ne le voit pas. Donc il faut une sincérité, il faut une honnêteté dans la vision, il faut qu'elle soit partagée, il faut que les acteurs soient aussi responsabilisés et effectivement des responsabilités. Oui. Merci beaucoup. Moi, seulement sur la première partie. Le rôle d'un élu dans CNDP, et je le dis d'autant plus facilement que je me sais encore l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Bien sûr, on connaît sa position sur le fond. Il a d'ailleurs dit bien avant que la CNDP se réunisse, parce que les discussions se font en amont aussi. Mais après, fort de la discussion qui va être donnée pour, non pas, et c'est là où on fait toujours l'erreur peut-être de croire que la concertation va mener une position pour ou contre. Souvent, on se rend compte que certaines associations transforment la concertation uniquement là-dessus, alors qu'effectivement, vous avez dit que c'était pour que le débat prenne une qualité avec des solutions. Là, l'élu, il peut avoir son rôle. Même si, je dirais, il n'a pas obligatoire, et moi je suis bien placé pour en parler, puisqu'à Istres, avec le fait que là, j'ai une base aérienne avec une défense nucléaire, éolienne, il ne faut pas en entendre parler. Donc, moi, je suis hors sujet, hors débat. Sauf que lorsqu'il s'agit de Fos, je reprends ma casquette de vice-président de la métropole pour effectivement avoir un avis. Mais ça sert uniquement à ce niveau-là. On est élément de la concertation pour... C'est tout. Et donc, mon rôle, il est sans doute mineur, mais il n'est pas inutile. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Étienne, réponds rapidement, parce qu'après, il faut qu'on rende le stand. Alors, très brièvement, sur la question de l'éolien, exemple de tout à l'heure, c'est justement pas en convainquant par l'aspect financier. L'aspect financier, il a émergé de la concertation. Et c'est là qu'est toute la différence. Il ne s'agit pas de venir en ayant déjà fait, voilà, ben ça va vous rapporter tant, vous pouvez faire ceci, cela. Non. Ce que j'ai vraiment dit, et je veux insister là-dessus, c'est que c'est la concertation qui produit une expression de besoin qui, sur ce territoire, était le côté financier, qui sur d'autres va être autre chose, plutôt plus environnemental, ou encore d'autres situations, par exemple sur les besoins de mobilité. C'est justement ça qui est intéressant. Et vous avez raison de dire que oui, on sort de la seule transition écologique parce que la décision finale, elle sera prise de toutes les manières en équilibrant l'ensemble des questions que monsieur a évoquées, d'utilité sociale, économique et environnementale. Et c'est cet élargissement des sujets qu'on rencontre à peu près tout le temps. Et je termine juste sur la question que vous avez posée tout à l'heure, et votre débat il est intéressant, il va nous nourrir, puisqu'on va essayer de faire un débat territorial sur l'ensemble des projets de décarbonation, de réindustrialisation, sur l'ensemble de la zone Faust, Ouest Étang-de-Berre, c'est-à-dire beaucoup de projets, beaucoup de territoires, beaucoup de maires, plusieurs vice-présidents de la métropole, et ainsi de suite. Et donc, là, on va devoir faire justement ce que vous dites là. Mais le vrai enjeu, ce sera la question de l'agrégation, c'est-à-dire justement de comment, à partir d'un certain nombre de projets, on va faire un exercice de concertation qui va lui-même produire la globalité et la dimension systémique. Je voulais insister sur ce point. Puisqu'on a de l'itération, puisqu'on a du temps, puisqu'on mutualise les choses, alors on a la capacité de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de faire émerger le système et de donner l'image globale selon laquelle on va pouvoir, in fine, chacun donner son avis, pas forcément décider tous ensemble, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. Passerieux, mais au moins prendre un avis informé et mesuré sur la dimension systémique de cette action publique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur le territoire de Fos. Le débat territorial qui devrait s'ouvrir dans les mois à venir, en tout cas on l'espère, en 2025. Donc merci à ces intervenants. On a vu que les questions de transition sont des questions et des enjeux à niveau global, mais elles ne se passeront pas sans les collectivités. Ça est clair de la même manière, je crois. Donc je vous remercie encore une fois. Merci à vous d'avoir été là et suivez le débat et les débats de la CNDP. Merci.